Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette semaine. Un coucou amical à Cécile de Ménibus qui a pris quelques jours de congé, bien qui reviendra mérité. En pleine forme la semaine prochaine. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphanie. En pleine forme. Hein. Eh bien, écoutez, il y a intérêt, puisque on va se prendre 4 heures d'information, histoire de faire connaissance tous les deux. Et bonsoir évidemment aux Vraies Voix, ravi d'être avec vous en édition spéciale ce soir consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron jusqu'à 21h. Absolument au menu, 2 heures de Vraies Voix tout à fait normales, de 17h à 19h. De 19h à 20h, comme tous les lundis, les Vraies Voix citoyennes. Et de 20h à 21h, on écoutera en direct l'allocution du président de la République avec décryptage, avec éditorialiste et politique. C'est donc 4 heures que vous allez passer en notre compagnie. Vous n'allez pas voir le temps passer. Et à 17h30, cette question donc, les opposants à la réforme des retraites ont-ils encore les moyens de faire plier Emmanuel Macron alors que la réforme des retraites a été largement validée par le Conseil constitutionnel vendredi et promulguée dans la foulée par Emmanuel Macron? La contestation se poursuit. Appel à la mobilisation, proposition de loi pour abroger les 64 ans, dépôt d'un second recours au Conseil constitutionnel pour un RIP. Les syndicats et l'opposition politique ne manquent pas d'imagination, Philippe, pour poursuivre la lutte. Oui, Stéphanie, et l'opinion publique semble être du même avis, puisque plus de 6 Français sur 10 souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites continue. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les opposants, qu'ils soient politiques ou syndicaux, ont les moyens de faire reculer Emmanuel Macron? Ou est-ce que vous pensez le Conseil constitutionnel a validé, la loi est promulguée et c'est terminé? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et à 18h30, coup de projecteur des Vraies Voix. Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français avec 3 objectifs. Apaiser les tensions, aller de l'avant, donner le cap pour la suite. Une prise de parole que nous écouterons évidemment en direct sur Sud Radio à 20h et qui semble déjà, Philippe, relancer de l'huile sur le feu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, selon un sondage là pour BFM TV, 9 Français sur 10 estiment que l'allocution de ce soir ne va pas permettre d'apaiser la situation. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que cette allocution, elle est risquée? Il y a déjà eu une allocution qui s'est mal passée lors du dernier 13h. Vous pensez que c'est nécessaire parce qu'il faut qu'il s'explique? Vous pensez que c'est inutile parce que de toute façon, les gens qui sont contre Macron n'écouteront même pas ce qu'il dira? Ou est-ce que vous pensez que c'est une provocation puisque avec le Conseil constitutionnel vendredi et la loi promulguée samedi, on peut dire qu'Emmanuel Macron est allé très vite? Dans tous les cas de figure, encore et toujours un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et on en débattra évidemment avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Bonjour Philippe. Bonjour. Et cher compatriote alsacien qui va me soutenir ce soir pour cette première. J'ai vu votre CV, Stéphanie, j'ai Oui. vu à quel point nous étions proches tout de même. Eh bien, écoutez. Alkir, Scarpa, c'est une merveille. On pourrait rester tous les deux. Enfin. Eh bien, écoutez, on va peut-être les chasser. C'est le si on prochain en a livre de marre. Philippe Bilger, Dans La une heure. drague pour les nuls. Mais pas pour les nuls. Bah bravo pour les bons, pour les bons. Madi Seydi également nous accompagnera ce soir, conseillère en communication d'influence. Madi, un auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Bonjour Madi. Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Ça va, tout va bien? Très bien, tout va bien. Et Très vous? bien. Ça Écoutez, ça va pour l'instant. Il est plutôt gentil avec moi, Philippe, donc tout va bien. C'est le plus tôt qui compte. On verra au bout de Pourvu que 4 ça heures. dure, pourvu que ça dure. Et Catherine Evrard, présidente du cabinet de chasseurs de tête CE Consultant, auteur de Faites n'importe quoi, mais faites-le bien, publié chez Kiwi. C'est à l'ordre du jour, faites n'importe quoi et faites-le bien, Il Catherine. était temps d'écrire un livre comme ça, parce que Ah oui. sinon on s'en sort plus. Là. La deuxième partie, c'était pour lui. Et tout de suite donc, le tour de l'humeur des chroniqueurs. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que votre week-end s'est bien passé, les vraies voix? Le week-end excellent, samedi donc beaufitude, Alors, lecture. beaufitude, c'est quand tu regardes beaufitude. Lecture et le dimanche convivialité, excellent déjeuner et concentration pour vous retrouver Stéphanie avec Philippe. Écoutez. M'a dit.
Oh bah très bien, comme à mon habitude. Alors moi c'est l'inverse. Samedi convivialité, dimanche sport, les copains, très bon week-end. Et vous Beaufitude, non, pas de beaufitude. Non, ça non. Ne pas regarder le foot. Moi, Ah si, PSG, non, non. PSG obligé. Ah oui. Ah oui, ça c'est... moi, les puces et puis un peu de danse du rock. Ah, vous dansez le rock? Exactement. Dès que je me retrouve avec des copains, on danse, nous. Ça y est, hein, c'est Ah, c'est décidé. fabuleux. Fabuleux, magnifique. Magnifique, avec ce tailleur jaune Ah oui, d'ailleurs, ouais. Catherine, Jaune et gris, que c'est l'on très voit bien. si... C'est mieux qu'on dise jaune citron qu'autre chose. Hein, je vous le dis. Et c'est l'heure de retrouver notre auditeur, hein, puisqu'on parle de rock and roll. Nous sommes avec Olivier, pardon, de Olivier de Bordeaux. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Bonsoir, Olivier. On parlait de- Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. On parlait de rock and roll. Je crois que vous êtes musicien, c'est bien ça, Olivier? Ouais, je fais du blues par contre. Moi, je fais pas du rock'n'roll, mais Oui. C'est pas si loin. Mais c'est déjà pas c'est mal. c'est le papa du rock'n'roll. Hein. Donc, Ouais, C'est vrai. Vous jouez quel instrument? je chante et je joue de la guitare. Du pipeau. Aussi, Pardon, à non, mes ça c'était heures, pas alors, pour Olivier. pas dans le même groupe, mais le pipeau c'est pour ailleurs. Mais Olivier, Non, c'était pour vous taquiner. vous savez qu'il va falloir faire un duel de titans lors du Kikadi. Quand vous voyez le trio de choc des vraies voix du jour, oui, c'est- vous vous dites qui est-ce que j'ai envie? Alors vous avez quand même encore une quarantaine de minutes pour savoir qui vous allez choisir, mais vous avez une petite idée de qui vous voulez affronter entre Philippe Bilger, Madi Saïdi et Catherine Evrard? je suis rarement, je suis rarement en dream team avec Philippe Bilger, donc je crois que je veux bien, je le veux bien dans mon équipe. Voilà, ça me changera. D'habitude, je suis rarement d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve que c'est bien justement de faire équipe ensemble. Alors, Alors il faudra C'est affronter bien. ou Madi ou Catherine, Ouais. on vous laisse le choix. Je sens qu'il y a comme une sensibilité de gauche chez Olivier. non mais Philippe, j'exagère parce que vous avez une vraie sensibilité aussi, tout en étant à droite, et vous êtes vraiment républicain. Mais c'est vrai que je suis pas toujours d'accord avec vous. Bon, Ah, bah, mais ça écoute, sera je suis l'occasion. vraiment Tant mieux, républicain, première nouvelle. Il est surpris. Tout de suite, vous êtes notre auditeur fil rouge, tout de suite, c'est l'heure. Alors, chanson du jour, oui, pardon. Eh ben oui, vous aviez l'oublié. Et pourquoi cette chanson? C'est une idée de Stéphanie Oui, pour sa bon, première. c'était pas obligé de me balancer dès le Non, 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 premier. non, mais par Sud Radio parlons vrai. Et donc, elle dit finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu parole et parole et parole ce soir. Et voilà. C'est une chanson qui a 50 ans, 1973, une reprise d'une chanson italienne. En 1973, Alain Delon avait été élu deuxième plus bel homme de France. Derrière, vous savez qui? Oh, ben. Ah, alors. Philippe Bilger. Non, non, Ah si, j'ai balancé un dossier arrêtez. sur vous. Mais si vous commencez par les hyperboles, qu'est-ce que vous Ah direz bah à bon, la fin? là, je vous sous-évalue. Alors justement, Philippe Bilger, c'est votre heure, l'heure De réquisitoire. du. Ouais, oui, la réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui crachent plutôt que de débattre. Oui, j'ai donné mon point de vue hier soir pendant que Philippe David essayait de se reposer. Et j'ai pris ce point de vue du procureur, Catherine m'a dit, parce que j'ai été très frappé par la petite polémique entre Hugo Clément, le journaliste, et la NUPES, si j'ose dire. Hugo Clément, de manière parfaitement normale, avait accepté de débattre avec Jordan Bardella sur l'écologie, et il avait été traité bien sûr par la NUPES de facho, de facho d'extrême Rien que droite. ça. Et donc j'en ai conclu qu'il est beaucoup plus utile et courageux évidemment de débattre. Il n'est jamais facile de débattre avec qui on n'est pas d'accord, mais qu'en revanche, il est très facile de cracher et d'insulter. Et donc, je vais essayer de ne pas le faire ce soir, quoi que je pense de Philippe David. Et je vais dire beaucoup de bien de Stéphanie, mais en Oh, merci, totale Philippe. sincérité. Hein. Je savais que ça, je pouvais Que je compter ne sur mens vous. jamais. Ouais. Hein. Et donc, le point de vue du procureur, c'est celui-là. Le fait que on se vante de traiter de fasciste un journaliste qui a eu le courage de débattre, alors que la solution de facilité et de lâcheté, c'est justement de ne pas débattre. Bravo. Un mot, Catherine Evrard, Madi Saïdi, pour réagir à Philippe Bilger. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis complètement d'accord avec lui parce que ce qui manque le plus en France, c'est le courage en ce moment.
Et je trouve que quelqu'un qui vient... Mais de toute façon, dès qu'on ouvre la bouche maintenant, si on n'est pas NUPES ou je sais pas quoi, on est extrême droite. Ça devient quand même assez insupportable. Madi ? Complètement d'accord. J'ai presque envie de dire que finalement, quand on vous traite de facho, c'est presque un honneur. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est nécessairement fasciste. Voilà. Donc effectivement, moi je trouve qu'il a été très courageux de débattre. Je vais finir par penser que c'est bien qu'il y ait Olivier. Vous restez tous avec nous, Olivier et vous, sur ce plateau. Merci de rester avec nous. Donc on se retrouve tout de suite avec Félix Mathieu pour ces 3 mots de l'actu. Et bien sûr, à 17h30, notre grand débat. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous retrouver dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Madi Seydi, Catherine Evrard. Merci de nous accompagner, que vous soyez dans votre voiture, tranquillement, sur votre canapé, à la maison, en direct sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est Félix Mathieu et ses 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu, allocution, inflation et aviation. Allocution présidentielle ce soir. Emmanuel Macron espère bien tourner la page de la réforme des retraites. Une partie de la gauche prévoit des concerts de casseroles pour marquer le coup à 20h. L'inflation qui impose de nouveaux arbitrages au supermarché. Les achats de produits de grande consommation chutent de 5% sur un an, moins 72% concernant le rayon parapharmacie des grandes surfaces. Et puis Airbus et Air France relaxés au pénal 14 ans après le crash du Rio-Paris. Responsable sur le plan civil, mais pas coupable pénalement. Les proches des victimes se disent écœurés. Les vraies voix Sud Radio. On nous rappelle à notre devoir de permanence. Voilà un aperçu de ce que vous pourriez entendre ce soir à 20h, des concerts de casseroles devant les mairies. Une idée de l'association Attaque, reprise notamment par la France Insoumise. L'idée plaît beaucoup à Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. J'ai bien envie d'aller taper sur des casseroles et j'invite tous mes amis à le faire. C'est à l'initiative de l'association Attaque. Un peu comme on applaudissait les soignants à l'époque du Covid. On peut s'amuser ce soir, c'est une manière populaire, assez latino-américaine d'ailleurs, de faire du bruit parce que il mérite ça. Il mérite que, de toute façon, il a abîmé la fonction présidentielle. Il ne récoltera que ce qu'il a semé. Alexis Corbière chez nos confrères de LCI tout à l'heure. Du côté des syndicats, le combat n'est pas terminé, estime le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, malgré le feu vert du Conseil constitutionnel vendredi soir, puis la promulgation du texte dans la foulée. Je pense que le gouvernement a fait le pari que il fallait tenir jusqu'à la décision du Conseil et qu'ensuite tout allait s'essouffler et qu'on pourrait passer à autre chose. Je pense très franchement que si la mobilisation continue, perdure et qu'il n'y a pas cet essoufflement, je ne suis pas certain que le président pourra continuer à être aussi droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de 95, et que cette loi sera appliquée. Et si la mobilisation perdure, le gouvernement qui était persuadé, qui ont fait le pari que tout allait s'arrêter au lendemain de la décision du Conseil, s'ils voient que ça ne s'arrête pas, ça va leur poser un véritable problème. La France va devenir ingouvernable. Et donc je crois que la bataille, sincèrement, n'est pas encore perdue, même si elle est très compliquée. Cyril Chabagnier de la CFTC qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin, tout comme le maire de Perpignan et vice-président du RN, Louis Alliot. Il appelle les députés RN à voter la motion de censure annoncée par la France Insoumise contre le gouvernement. Nous, on la votera, puisqu'on considère que cette politique, elle est néfaste. Et que voter une motion de censure, c'est pas soutenir la France Insoumise, c'est sanctionner le gouvernement et cette politique du gouvernement. En revanche, on regarde et on analyse le fait que quand nous déposons une motion de censure, la France Insoumise ne la vote jamais, ce qui tente à prouver qu'elle est quand même, qu'on le veuille ou non, malgré son agitation, ses provocations et sa haine, un allié objectif du système. En tout cas, la rapidité de la promulgation de la réforme par Emmanuel Macron dans la nuit de vendredi à samedi a été dénoncée par les opposants. Il a agi jusqu'au bout du mépris, dénonce le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il met en garde le chef de l'État contre un ressentiment encore vif. Philippe Bilger, le RN et la France Insoumise, d'accord pour une fois Oui, mais du côté du RN, c'est évident, mais je ne suis pas persuadé que la France Insoumise accepte l'appui, l'aide du RN. Mais en revanche, si vous le permettez, Stéphanie, j'ai vu qu'on propose ce qu'on appelle boycott Macron 20h. Je pense que c'est une ineptie. Même si on est très hostile
hostile, très Surtout hostile. que ce sera en direct sur Sud Radio. Absolument. Non, mais là, bien sûr, on pourra l'écouter. Même si on est très hostile à la politique du président, il est aberrant de boycotter, de ne pas écouter le discours pour pouvoir ensuite même le critiquer lucidement. Un mot. Mais évidemment, Catherine de toute Evra. façon, moi je vais vous faire un peu de peine, mais je pense que c'est plié. Je pense on était un Mais ce petit sera peu notre débat, ça. au courant. que Monsieur Macron, il a décidé de le faire, il le fera. Alors le problème, moi je me mets à la place des gens d'une manière générale, mais que va-t-il leur rester à tous les syndicats? Ils vont tout bloquer, c'est ça le sujet. C'est que peut-être que cette loi va passer, mais ils vont bloquer toutes les lois suivantes. Et ils vont, parce qu'ils veulent attaquer la popularité et la cote de Macron. De toute façon, on va en parler longuement, On va en parler Catherine. longuement. Évidemment, Madi, Madi, un un petit mot mot peut-être. Alors, juste te dire que je ne sais pas si c'est plié ou pas, mais je sais qu'eux ne lâcheront pas. Ils vont continuer à tenir le terrain. La loi a été promulguée. Oui, mais Macron Le lâchera but, pas c'est non qu'elle plus. ne soit pas appliquée. Alors peut-être, s'ils arrivaient à tenir le terrain, peut-être qu'ils feraient demi-tour. On en parle évidemment dans quelques instants. Félix, des prix en hausse et des achats en chute face à l'inflation. Les clients renoncent à certains produits dans les magasins. Ah, oui. Pardon. Je vous ai coupé la chic. J'en reste sans voix, figurez-vous. Les ventes ont chuté tout de même de 72% sur un an pour ce qui est des produits de parapharmacie dans les grandes et moyennes surfaces. Moins 65% pour un produit de luxe comme le foie gras, mais aussi moins à 20 à 25% pour des produits comme les asperges en conserve, les huiles, les gants de ménage ou les plats cuisinés comme les raviolis. Une étude de l'Institut Circana a publié ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Émilie Meyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte de la consommation à cet institut Circana. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. On est vraiment sur une baisse notable de ces produits de consommation courante. Est-ce qu'on avait déjà connu de telles baisses d'achats par le passé ? Alors, c'est vrai que là, vous avez cité quelques produits, mais de manière plus globale, les Français achètent moins sur ce début d'année. On a des volumes de vente dans la grande distribution qui sont en baisse de 5%. C'est une baisse qui... Alors, on a déjà eu des baisses importantes par le passé, mais là, c'est vraiment une baisse qui est assez forte, puisqu'on est quand même sur des produits qui sont relativement des indispensables du quotidien. Donc, voir les volumes baisser de 5%, c'est important et c'est très clairement lié à la hausse des prix qui oblige les Français à faire des arbitrages entre certains types de produits. Et alors, on élimine en premier les produits les plus chers, je suppose, ceux des grandes marques, par exemple ? Alors effectivement, quand on voit les produits qui passent un peu à la trappe dans la consommation aujourd'hui, il y a déjà les produits frais. Malheureusement, les Français se passent de plus en plus de fruits, de légumes, de viande, de poissons. Des produits qui sont assez chers et qui ont aussi beaucoup augmenté en moyenne. Donc ces produits-là sont un peu délaissés. Et les produits qui vont vite faire monter la facture quand on passe à la caisse sont aussi un peu mis de côté. Certains alcools ou des produits de beauté. Vous avez cité le foie gras, ça c'est des produits assez chers. Effectivement, et on les achète un peu moins souvent, en moins grande quantité. Concernant la parapharmacie, moins 72% dans les rayons parapharmacie des supermarchés, là c'est vraiment une dégringolade. Alors ça, c'est une dégringolade, mais voilà, faut bien interpréter les choses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a comme produit là derrière ? Il y a les gels hydroalcooliques, il y a les masques, il y a eu les autotests à un moment donné. Donc forcément, 2023, on parle plus du tout du Covid, et donc les Français n'achètent plus ces produits-là qui étaient encore un peu achetés sur le début de l'année 2022, où il y avait encore des variants qui circulaient, encore pas mal de cas. Aujourd'hui, ça, c'est complètement sorti de la consommation des Français, et c'était des produits qui étaient assez cher, donc je dirais heureusement finalement, parce que ça serait venu sinon vraiment alourdir le budget des Français. Bon, et en un mot, les marques distributeurs finalement tirent leur épingle du jeu. Oui, dans ce contexte-là, les Français ont deux options. Soit ils achètent moins, soit ils achètent des produits moins chers. Et effectivement, les gammes premier prix, les marques de distributeurs des enseignes, elles connaissent, elles, une dynamique de vente qui est importante parce qu'elles sont significativement moins chères que les grandes marques, on va dire. Donc aujourd'hui, elles ont aussi plutôt la faveur des consommateurs. Merci beaucoup, Émilie Meyer, experte de la consommation à l'Institut Circana. Merci beaucoup d'avoir passé la tête dans ces Vraies Voix Sud Radio. Et venons-en à cette décision de justice, cette relaxe d'Air France et d'Airbus 14 ans après le crash du Rio Paris. Oui, la catastrophe la plus meurtrière des compagnies françaises avait tué 228 personnes. En 2009, le vol AF 447 s'était abîmé dans l'Atlantique quelques heures après son décollage. Le tribunal de Paris relaxe le constructeur Airbus et la compagnie Air France qui était jugée pour homicide involontaire. Si des fautes ont été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré, estiment les juges. Des entreprises responsables civilement mais pas coupables sur le plan
plan pénal difficile à admettre ça pour les familles des victimes, explique Alain Jakubowicz, avocat des parties civiles. Airbus et Air France sont responsables de ce drame, sont certes civilement responsables et pas pénalement. On va analyser le jugement, on va voir ce que l'on en fait. Mais en tout cas, ce qu'il y a lieu de retenir, et c'est ce que je dis aux familles éplorées, aux familles qui ne comprennent pas, aux familles auxquelles on doit expliquer, c'est notre rôle d'auxiliaire de justice, nous avocats, cette nuance fine entre la perte de chance, le degré de certitude, la responsabilité pénale. Moi, pensant à cet instant aux victimes et aux familles que nous assistons, je retiens la responsabilité d'Air France et d'Airbus, et c'est ce qu'a dit le tribunal. Fût-ce une responsabilité civile. Des propos recueillis par l'agence France Presse. Un mot rapide, Philippe Bilger. C'est vrai que c'est dur à comprendre pour les familles des victimes. Oui, mais j'ai l'impression que les avocats ne comprennent jamais les décisions qui leur donnent tort. Alors, Alain Jakubowicz est un excellent avocat par ailleurs, mais c'est vrai que très souvent, les victimes attendent de la juridiction quelque chose qui viendra les consoler, et c'est très rare. Alors, il paraît que le réquisitoire a été en réalité une plaidoirie en faveur de Air France et des constructeurs, mais il paraît que la responsabilité exclusive serait celle des pilotes. Alors. Un mot, non ? Non, parce que moi je connais pas le sujet. Un petit peu compliqué quand même de commenter ce type de décision de justice. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci, restez avec nous dans quelques instants. Ce sera l'heure de notre grand débat. Je vous rappelle la question du jour. Les opposants à la réforme des retraites ont-ils encore les moyens de faire plier Macron ? On en débat dans quelques instants avec Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste. On aurait préféré, parce que nous pensions qu'il y avait largement matière à invalidation, qu'il l'invalide. Ça n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne peut pas diriger le pays tant qu'il ne retire pas sa réforme des retraites. Il continue sur la même lancée, il n'en a rien à faire, ça ne l'intéresse pas. D'une certaine manière, on a l'impression que sa volonté, c'est d'écraser le peuple français et les organisations syndicales. Le blocage du pays reste, après cette décision, absolument totale et l'impasse démocratique de même. Nous allons continuer à utiliser tous les moyens de procédure qui nous sont à disposition pour continuer à entamer et à faire plier le gouvernement. On revient à la raison, on repart d'une feuille blanche. Nous, on a plein de propositions de financement très concrètes, très rapides, qui ne couleraient pas l'économie, loin de là. On ne peut pas diriger un pays contre son peuple. Et voilà, alors que la réforme des retraites a été largement validée par le Conseil constitutionnel vendredi et promulguée la nuit même suivante par Emmanuel Macron. La contestation, on vient de l'entendre, perdure pour les syndicats et l'opposition. Un seul mot d'ordre, on ne va pas lâcher le gouvernement. Oui, Stéphanie, et l'opinion publique semble être du même avis puisque plus de 6 Français sur 10 pensent que la mobilisation contre la réforme doit continuer. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire revenir Emmanuel Macron en arrière une fois qu'il a promulgué la loi? Est-ce que vous pensez que le RIP pourrait sauver la mise? C'est au plus tard le 3 mai prochain? Ou est-ce que vous pensez que la réforme des retraites, c'est comme Capri, c'est fini? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et on est toujours évidemment avec nos éditorialistes Philippe Bilger, Madi Seydi, Catherine Evrard et Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver. Emmanuel Macron peut-il encore faire marche arrière? Philippe Bilger, ça paraît un petit peu utopique. Alors, je considère que la validation par le Conseil constitutionnel, et je le dis avec beaucoup de modestie, par rapport aux 9 sages, n'est-ce pas, qui ont pris cette décision, est très discutable. Quand on lit bien la décision, mais ça n'est plus vraiment le sujet, mais pour montrer que leur protestation juridique n'est pas dénuée de sens. Deuxième élément, du côté d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, m'a dit tout à l'heure, on ne peut espérer aucun changement, aucune évolution. Il est dans un entêtement, il veut continuer à démontrer qu'il n'y a qu'un vainqueur, c'est
lui. En revanche, si vous permettez, ne me montrez pas du doigt. Non, je faisais des gestes C'était pas moi, Philippe. C'était Philippe. C'était pas vous, Stéphanie. C'est cette habitude de cet Olibrius. Mais du côté des oppositions, elles peuvent tenter ce que vous avez déjà évoqué, peut-être un second RIP, même si apparemment elles ne sont pas très optimistes, une proposition de loi, une continuation de la lutte dans la rue, même si la CFDT ne veut plus y participer, mais ça n'est pas gagné. Est-ce qu'il y a une piste qui vous semble plus crédible que l'autre, Catherine, dans ce que vient d'évoquer Philippe Bilger? Non, mais moi, je vais être hors sujet comme d'habitude. On a très mal expliqué cette histoire de retraite. Chaque fois que quelqu'un s'y est attaqué, tout le monde était dans la rue. Il y a quand même deux sujets qui, moi, me paraissent très importants. On ne parle jamais du cumul horaire hebdomadaire et nombre d'années, enfin, et la retraite. Or, je me suis fait sortir on n'a pas le temps, mais c'est dommage. Je vous signale qu'en Allemagne, on travaille 39 heures par semaine, mais la retraite est à 65-67 ans. Je vais vous prendre la Norvège, que tout le monde connaît parce qu'ils sont assez libéraux et tant mieux. 37h05 par semaine, mais 67 ans. On n'a jamais lié les deux. Déjà, ça, c'est dommage. Deuxième sujet, je suis atterré parce qu'on a raconté en réalité rien, parce que les jeunes qui sont dans la rue, il faut bien savoir que plus la population active est réduite, plus ils seront obligés de payer. Donc je ne comprends pas. Je vous dis, on a fait une usine à gaz. Il suffisait d'expliquer 2-3 points et ça aurait déjà un peu calmé le jeu. Madi Seydi et ensuite Benjamin Amar. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, les syndicats vont jouer exactement la même carte que Macron, celle de l'entêtement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que Macron n'ira pas. Je pense que le président Macron ne fera pas de marche arrière. Les syndicats ont aussi une volonté de ne pas lâcher le terrain. Ils vont continuer. Le 1er mai, ça va être une démonstration de force. Mais dans quel but ? Puisque moi, je pense que le président ne fera pas marche arrière. Il est droit dans ses bottes et il ne fera pas marche arrière, c'est trop tard. Il aurait fait avant, certainement. Oui, et d'autant plus que je crois qu'aujourd'hui, les députés, l'opposition ont raté une marche. Ils avaient la possibilité de faire une motion de censure, de faire tomber le gouvernement. Alors, entre la NUPES qui disait « Ah ben non, mais moi, je ne vote pas avec le Front National », les autres qui ne votent pas avec LR, ils sont passés à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Benjamin Amar. Tout le monde se retourne vers vous. Tout le monde, vous avez la responsabilité. Pour faire le juge de paix entre les différents. Juge de paix, non, je pense pas. Mais en l'occurrence, d'abord, première chose, je pense qu'on n'en est plus à la question des arguments. La bataille idéologique, la bataille des idées, elle a eu lieu. Le gouvernement s'est fait exploser façon puzzle, vous savez, comme on dit dans les tontons flingueurs, comme dit le personnage de Raoul Wolfoni. Et donc, on peut revenir autant de fois qu'on veut. La bataille de l'opinion, elle a été remportée par les syndicats. Deuxième argumentation, l'entêtement d'Emmanuel Macron contre l'entêtement des organisations syndicales. Je veux bien, mais il y a quand même une petite nuance entre les deux, c'est l'opinion. Nous avons l'opinion avec nous ultra majoritairement. Emmanuel Macron est isolé. Et donc, c'est là que son entêtement à lui apparaît comme de l'obstination irresponsable. Maintenant, est-ce qu'on peut ou pas? Je vais vous dire. Alors, imaginons, là, Emmanuel Macron, la loi, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. On verra bien la suite des événements. Mais à ce stade, si lui considère que cela est une victoire, alors vous savez, moi je suis prof d'histoire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Vous savez qui est Pyrrhus? Ce roi des Pires qui affronte les Romains, il remporte une victoire, mais il est épuisé et à la fin, c'est effectivement son royaume sera conquis par les troupes romaines. Et difficilement gouvernable par la suite. Exactement, c'est ça la réalité. Donc, premièrement, le niveau culturel de l'émission est fabuleux. Exactement. Il devient stratosphérique. Et donc, en l'occurrence, je vais vous dire une chose. Oui, il est effectivement, Emmanuel Macron s'imaginait que la décision des 9 sages, excusez-moi, ce ne sont pas 9 sages, ce sont des responsables politiques qui ont une histoire et qui ont des liens de dépendance et des liens réels avec la Macronie, ils ont pris une décision, très bien. Mais ceux qui s'imaginaient, moi j'étais invité sur les plateaux avant la validation, on nous disait est-ce que ça va clôturer le débat? En aucun cas d'ailleurs, je valide en partie ce qu'a dit Philippe à l'instant. Et donc, bien évidemment que ça ne va rien clôturer. Il va y avoir des journées d'action et de mobilisation les 20 et 28 avril, un 1er mai qui s'annonce historique, et ensuite, on verra. Mais une chose est sûre, Emmanuel Macron, vous savez, vous connaissez le sparadrap du capitaine Haddock. La réforme des retraites, ça va être un très gros sparadrap qui va lui coller sur le dos un bon moment. Et on verra bien comment ça se passera. Vous restez avec nous en plateau. C'est éclectique, on va du sparadrap du capitaine Haddock à Pyrrhus, c'est fabuleux. On a pas mal de réactions, Philippe. Pas mal de réactions, et on va retrouver Olivier, notre musicien bordelais. Olivier voulait réagir.
Oui, pour moi, il a déjà perdu. Hein. Le fait que les médias eux-mêmes posent la question est révélateur. Le jingle, la parole est parolée, la question Twitter. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'interpelle parce que sur les réseaux sociaux, il y a des appels à boycotter, à couper l'électricité brièvement à 20h. Les gens, ils vont écouter demain, Philippe. Hein. S'ils boycottent, c'est pour pas donner l'audience, en fait. C'est un message aussi. Mais on va bien écouter. Moi, je vais pas regarder Macron ce soir, mais je vais regarder après sur Twitter pour voir pour bien vérifier que de toute façon, il va rien apporter de nouveau. Mais pour moi, il a déjà perdu. Il a plus de crédibilité. J'ai pas connaissance d'ailleurs d'un président dans la 5e où il y avait des mots d'ordre de boycott comme ça, des casseroles, etc. Il a perdu le respect, la crédibilité et son entêtement, même s'il a gagné entre guillemets, et je dis entre guillemets légalement parce que je partage le fait que ce soit très très contestable le Conseil constitutionnel, mais même si on n'a pas le choix que d'accepter une décision, ça montre quand même qu'on a des institutions à bout de souffle et que lui, il ne pourra pas gouverner contre son peuple. C'est là l'erreur qu'il fait et on est en train de rentrer dans une escalade policière, dans une crise sociale qui va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter avec le Conseil constitutionnel. Hein. Les gens sont en colère et ils ont rien à bouffer. Donc de toute façon, c'est l'histoire. En effet, c'est une séquence historique. Hein. On le mesure pas tous, mais c'est pas arrivé depuis 50 ans et ça va avoir des bouleversements politiques majeurs auxquels on s'attend pas, à mon avis. Pour vous, il va y avoir des changements politiques majeurs. Tiens, pourquoi pas un remaniement à l'avenir? On vous attend au 0826 300 300. Alors, il ne peut pas gouverner, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. Olivier, Philippe Bilger, ça veut dire quoi? Parce que Emmanuel Macron, en attendant, il est en place, démocratiquement élu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas pouvoir gouverner. Justement, Stéphanie, je me demande si ceux qui s'opposent à la loi sur les retraites ne crient pas un peu trop facilement victoire en disant que la majorité du peuple est en faveur de leurs oppositions. Mais en réalité, sur le plan politique, on est obligé de constater que pour l'instant, et on peut le regretter, c'est Emmanuel Macron qui a gagné et qu'il est entêté dans son autarcie présidentielle. Et alors, bien sûr que son image soit radicalement dégradée dans l'opinion, moi je le crois. Mais est-ce qu'il en a cure? Il s'en fiche? Absolument. Il est complètement indifférent à l'image qu'on a de lui parce qu'en réalité, il a une autarcie narcissique et qu'en réalité, ce qui comptait pour lui, c'est de montrer qu'il tenait le cap, qu'il a fait passer avec entêtement cette loi et que probablement, eh bien, on ne pourra rien faire pour l'annuler, sauf peut-être dans le prochain quinquennat. Benjamin Amar qui buvait les paroles de Philippe Bilger. Non, mais en réalité, je veux dire, la démocratie, il faut revenir sur des fondamentaux. La démocratie, c'est quand même le rapport qu'on a avec le peuple qui vous a élu. C'est-à-dire que la question de la souveraineté nationale, elle se pose. Emmanuel Macron brandit le fait qu'il a été élu au présidentiel. Certes, il a été élu au présidentiel face à l'épouvantail de l'extrême droite. Et il n'avait qu'une majorité relative. Ça nécessitait d'ailleurs, je rappelle, les propres mots d'Emmanuel Macron. À la sortie de l'élection présidentielle, il dit « ce résultat m'oblige ». C'est-à-dire que je prends compte la situation. Et donc, non mais attendez, non mais là en l'occurrence, on rappelle la parole présidentielle. Aujourd'hui, on a effectivement un président, qu'on le veuille ou non, dont l'image est totalement dégradée, qui à aucun moment n'a cherché à rassembler au sens de l'intérêt général, et on a effectivement un pays fracturé et une mobilisation qui dure depuis des mois. Et on n'en a pas fini. Il est comptable de cette situation. Si lui, il est satisfait de ça, eh bien grand bien lui fasse. Mais à mon avis, il n'en a pas fini avec les tensions politiques exacerbées. Je voyais Catherine s'étrangler. J'arrive pas à comprendre, moi. Juppé, comme vous le savez, a mis tout le monde dans la rue. Rocard, même avant, pour cette histoire de retraite. J'arrive pas à comprendre si on est contre cette histoire de retraite ou si on est contre Macron. Depuis le début, dans cette histoire, je comprends. Alors, moi, là-dessus, je pense que cette question-là est un faux débat. Emmanuel Macron porte cette réforme de manière hyper incarnée, de manière, il joue l'hyper-personnalisation du pouvoir, et à la fois, il y a un rejet massif de la réforme et clairement une détestation de pratiquer le pouvoir tel que le fait Emmanuel Macron. Non, mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, moi je pense qu'il s'en fout. La vérité, c'est qu'il s'en fout. Non, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il veut la faire passer. Vous l'avez pour preuve, il la fera passer. Et pour preuve, il n'a pas attendu 48 heures pour promulguer la loi. Il l'a promulguée, il continuera. Et oui, son image est entachée. Et oui, le peuple est contre lui.
Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendez, moi, face à votre remarque, on a un président qui, dans une grande irresponsabilité, dit qu'il s'en fout. Quelle est notre responsabilité à nous? C'est vous qui l'avez interprété. Donc visiblement, vous le voyez comme ça. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que nous on va faire? On va rester les bras le long du corps. En attendant, eh ben non, on va jouer notre rôle. On ne reculera pas. Que chacun joue son rôle. Vous savez qu'il ne reculera pas. Je vais vous dire un truc. Moi, on m'a appris une chose quand j'ai commencé à militer, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, d'accord? Le combat, il n'est pas terminé. On est encore au bout. Lui, il voudrait, et ne cesse de nous dire, on va passer à autre chose. Mais on ne passe pas à autre chose. Il faudrait passer à autre chose. On ne passe pas à autre chose. Alors, si c'est ça le message, je vous le dis. L'éducation nationale. Ah, mais là, c'est intéressant. Si c'est ça le message. Pas tous les deux en même temps. Si c'est ça le message, qu'on passe à autre chose, je vous le dis. On ne va pas passer à autre chose. On part au 0826 300 300, Stéphanie. Absolument, Philippe, puisque ça réagit beaucoup, pas que sur ce plateau. Nous sommes avec Denis. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Denis. Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. Belle région. Belle région, effectivement. On vous écoute. Quel est votre point de vue? Voilà, moi, le point de vue, j'en parle à tout le monde, et maintenant, tout le monde commence à dire comme moi. Je dis que la première année, Macron, il a dit qu'il mettait la retraite à 65 ans. Le Covid arrive, il laisse tout tomber. Quand on le revote à la deuxième année, il le redit, je mets la retraite à 65 ans. Le syndicat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vite, vite, il faut faire un barrage à Le Pen, vite, il faut faire un barrage. On fait barrage, et maintenant ils disent vite, vite, il faut faire un barrage à Macron. Mais moi je dis que si la retraite on a à 65 ans, c'est à cause du syndicat et que tout le monde ne veut pas le dire. Il faut quand même un jour leur dire que c'est un peu de leur faute. Alors on va poser la question à Benjamin Amar. Alors non, je ne me trompe pas, j'ai le dollar. Mais alors monsieur, j'aurais tout entendu dans ma vie. Mais alors si on prétend aujourd'hui que c'est à cause de la CGT qu'on a la retraite à 64 ans, c'est assez fort de café. Alors je vais vous dire, en réalité la CGT, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit les choses clairement, qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen au second tour. Voilà ce qui a été dit. Et je vais vous dire, je vous dis ça d'autant plus facilement que moi au deuxième tour, j'ai voté blanc. Donc voyez-vous, je suis très tranquille. Voilà. C'était ce qu'avait dit Denis. Moi, j'avais pas bien compris. C'est ce qu'avait dit Denis, c'est que les syndicats avaient appelé à voter pour Macron il y a un an. Et ça n'est pas vrai. Et que donc les syndicats étaient responsables. Voilà. Et c'est un argument qu'on entend beaucoup tout de même. Mais qui n'est pas exact. Qui n'est pas exact, enfin qui appellerait un long débat qui ne ferait pas du goût de nos deux animateurs. Je ferai trop long. Il reste 48 secondes. Ça va être court. Le mot de la fin à Benjamin Amar, notre invité. Maintenant, attendez, la loi elle est promulguée. Macron il ne va pas revenir en arrière. Non mais alors attends, encore une fois, je vous le dis, moi, vraiment fondamentalement, je suis convaincu qu'on entre dans une séquence politique historique et inédite, et on se refait une émission dans un mois pour voir où on en est. Mais je vous assure que le projet de Macron clairement, c'est comme ça. Non mais monsieur, madame, c'est pas une menace. C'est pas une menace. Madame, ça n'est pas une menace, c'est une feuille de route. Je vous ai dit, excusez-moi. Chacun son tour. On vient de accusé d'être responsable de la retraite à 64 ans. Donc excusez-moi. Mais non, clairement, on est dans une séquence où, clairement, on ne menace pas, on avertit. Emmanuel Macron voudrait qu'on passe à autre chose, et ça n'est pas du tout l'agenda des organisations syndicales. Le type de mouvement qui se lève notamment sur Twitter, hashtag pas de retrait, pas de JO, ça vous fait peur, par exemple, Catherine Euvra? De Jeux Olympiques. Mais oui, merci, ça j'avais compris. Sous-entendu, on n'entend pas la bonne tenue des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement faire plier aujourd'hui clairement le gouvernement? Je comprends pas, je vois pas le rapport de cause à effet. Le rapport, c'est que s'il n'y a pas de JO, deuxièmement, vous savez, les JO, moi j'ai tellement peur de la sécurité pendant les JO, peut-être que je suis un peu faussarde, que de toute façon... Mais pour répondre à la remarque que vient de faire Stéphanie en disant mais l'image de la France, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas les JO? Mais est-ce que vous regardez de temps en temps la presse étrangère sur l'image de la France? Elle est déplorable. Elle est déplorable. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron se balade, c'est un peu Tintin en vadrouille, et c'est également la honte, que ce soit d'ailleurs en Chine ou que ce soit effectivement aux Pays-Bas. Merci beaucoup Benjamin Amar. Verdict sur Twitter, les opposants de la réforme des retraites ont-ils encore les moyens de faire plier Macron? Eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que vous dites oui, puisque vous êtes 73% à penser qu'il y a encore des moyens. Benjamin Amar est toujours aussi convaincant. Voilà. Donc vous voyez, pas de quoi désespérer. On se retrouve avec Olivier pour le Kikadi. Le meilleur. Vous voulez rester pour le Kikadi? C'est le quiz. On reste avec le Kikadi. On va voir. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Et merci de nous rejoindre sur Sud Radio en direct. On avait carrément oublié le rouge puisqu'on parlait entre nous. Voilà, donc c'est l'heure du quiz de l'actualité. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Et Olivier est notre auditeur du jour, Olivier de Bordeaux. Rebonsoir Olivier. Rebonsoir à tous. Bon, on a voulu que vous ayez un possible partenaire de gauche. Benjamin Amar est resté avec nous. C'est ça. Ça doit vous satisfaire. Alors, Olivier, qui allez-vous affronter? Il sera seul ou elle sera seule contre tous? Ah, c'est Cornélien. Alors, je vais affronter Benjamin Amar, comme ça, c'est sympa, alors. Oh bah écoutez, face à Benjamin Amar, vous êtes tous les trois avec Olivier contre Benjamin Amar. Ce n'est que des kikadis. Et que du bonheur. Alors, Kikadi, le président de la République a tous les moyens de s'exprimer et la France, tous les moyens de rebondir. Tous les moyens de rebondir. C'est Éric Ciotti? Non. 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 Il vient de votre région, Olivier. Oh bah non, dites pas tout. Olivier vient d'où? Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, c'est pas fait du thé. Non, pas Urmi qui a dit ça. Non. Vous n'êtes pas inspiré. Ah, facile en Nouvelle-Aquitaine. Ce serait pas comme Bayrou? Bonne réponse de Benjamin Amar. Bravo. François Bayrou, 2-0. Kikadi. 2-0. Oui, c'est 2 points quand on répond aux suggestions. Kikadi par rapport à l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir. Si vous m'écoutez, monsieur Macron, et si vous faites du baratin ce soir, ça ne passera pas. Mélenchon? Non. Presque. Pas loin, pas loin. Non. Non, c'est un UPS. Garrido? Non. Non. Ruffin? Bonne réponse de Philippe Bilger. Corbière. J'ai commencé doucement. Doucement. 4-0. La suite. Le charme d'Emmanuel. 2-2. En fait, tu sais pas compter. Oui. Le charme d'Emmanuel Macron ne fonctionne plus. Alors, Marine Le Pen? Non. Vous donnez un indice, il fait de l'opéra aussi, ce monsieur. Fait de l'opéra. Eh oui. Eh oui. Roselyne Bachelot. Ancien c'est pas un ministre monsieur. passionné d'opéra. Ah, c'est Mitterrand, non? Non. Pas d'opéra, non? Sénateur. Ah, non, comment dire? Non. Comment il s'appelle lui? Son prénom, on va vous aider. Son prénom est le même que celui du directeur général de Sud Radio. Patrick Canet. Bonne réponse. Oui, mais là, je mets 4 Bilger. Là, oui, on l'a mis Je vous mets qu'un point, vous avez raison. Vous êtes fair play. Oh, bah pourquoi? Allez, Non, mais je vous défends, Philippe, je vous en rajouterai un en douce. Kikadi, alors qu'il a fait un peu marche arrière, en parlant de la manif du 1er mai, elle doit casser la baraque en nombre de manifestants. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il était trop rapide. Oui. Ah, très rapide, Philippe Bilger. À vous, Stéphanie. Emmanuel Macron a été élu dans le cadre de ce que l'on peut appeler un barrage républicain. Aujourd'hui, c'est lui qui fait barrage à la République. Marine Le Pen? Non. Panot. Non. Bompard. Non. Ah, alors dans ce cas-là, on va voir. Non. C'est pas Boris Vallaud, il a dit? Non. C'est toujours à la NUPES, mais c'est pas le bon. Rousseau. Non. Sandrine Rousseau? Non. C'est une femme. Garrido? Non, c'était Clémentine Autain. Bon. Kikadi, le quinquennat ne doit pas se terminer avec la réforme des retraites. Ah, Aurore Berger? Non. Non. Alors on vous aide, il a été Premier ministre. Édouard Philippe? Tu donnes trop d'indices. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il est sorti des chinoiseries. Allez, dernière question, les amis. Ni vainqueur ni vaincu, a déclaré la Première ministre. C'est faux, il n'y a que des perdants. J'allais dire une grossièreté. C'est de la NUPES, ça? Non, c'est syndicaliste. Sophie Binet? Non. Berger, bonne réponse de Philippe Bilger. 2 fois Berger, alors. Et donc, Philippe, Ah, je pensais que... Parce qu'on sait que j'aime les La parole du bravo syndicat. Philippe qui 9-2, mais vous avez sauvé l'honneur quand même. On dirait, c'est pire Benjamin qu'un score du PSG, ça. 9-2, ils ont déjà fait 10-1, je crois, depuis contre 3 il y a quelques années. Vous restez Merci avec à vous, Olivier, on se retrouve tout à l'heure. Dans quelques instants. Je qu'il fallait m'allier à Philippe. Ah bah voilà, vous voyez. Merci, en tout cas vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme en direct sur Sud Radio avec notre grand rendez-vous de la deuxième heure, le tour de table, le coup de projecteur, l'allocution de Macron. Est-elle risquée, nécessaire, inutile ou provocatrice? On en débat dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru.
18h07, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Je laisse nos chroniqueurs se vider la bouche parce que Madi nous a apporté des petits macarons et tout le monde est en train de se gaffrer, des chocolats, Philippe sur Bilger le n'arrête plateau. pas. Et Moi, vous, arrêtez de manger, Philippe, c'est bientôt la plage. J'ai rien mangé. Voilà, vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure. Mais Philippe n'en mange pas. Je balance. Et il ne peut plus se permettre de manger, Philippe David. Il veut tout récupérer pour lui. Pas folle la guêpe. Mais Philippe Bilger est mince. Merci, vous devriez aller voir un ophtalmologiste, ça s'impose. Allez, tout de suite, votre coup de gueule, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule pour défendre la langue française. Oui, c'est le journal canadien La Presse qui en parle. Merci à Cécile de Minibus de m'avoir envoyé l'article depuis ses vacances. C'est une simplification de l'orthographe qui est voulue par le gouvernement du Québec. Alors accrochez-vous bien. Une réforme suite à la rencontre des représentants du gouvernement et de l'association québécoise des professeurs.e.s de français en écriture inclusive, ça va de soi. Quitte à abîmer la langue française, autant y aller franco. Alors dans la réforme se trouve une simplification des participes passés et une suppression des dictées, car, écoutez bien ça, écrire pour une dictée, ça n'est pas écrire pour être lu, c'est écrire pour être corrigé par un prof, et ça n'a pas beaucoup de sens pour un élève. Alors je vais l'avouer, je n'en peux plus de voir ces volontés de simplification quand je pense à mes grands-parents qui étaient nés à la fin du 19e siècle et qui à 80 ans ou 85 ans écrivaient sans faute d'orthographe alors qu'ils avaient quitté l'école à 12 ans. Les enfants de 2023 ne sont pas plus bêtes que ceux nés 130 ans plus tôt. Alors arrêtons de tirer tout le monde vers le bas au Québec ou en France. On a dépassé les couches pétrolifères et à ce rythme, on devrait trouver du gaz de schiste d'ici peu de temps. Merci Philippe. Philippe Bilger, on va bientôt écrire en phonétique. C'est ce que je pensais. Mais j'ai noté l'extrême modestie de Philippe David, tout de même. Il a été obligé de prendre l'exemple de ses grands-parents très remarquables. Il n'a pas parlé de lui. Vous êtes d'accord avec ça, de tirer vers le bas? Je trouve ça scandaleux. Mais c'est tout le wokisme. Ouais. C'est une forme de wokisme qui arrive partout en Europe. Il arrive partout. Il est arrivé en France de manière rampante, petit à petit. Et c'est scandaleux. Moi qui suis latiniste, je n'en peux plus. On est en train de simplifier les choses. Les gamins ne savent plus parler français, alors écrire, c'est même pas la peine. Et c'est de pire en pire. C'est y compris le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué, même d'adopter l'orthographe prétendue progressiste. Y compris les dirigeants. Vous seriez étonné de voir ce que je reçois. Balancez un petit peu, c'est le moment. Non, mais je balance. allez-y, donnez pas de nom. Ils sont de plus en plus intelligents, à mon avis, parce qu'ils sont très forts sur des tas de disciplines différentes et de logiciels et logiciels. Sur l'orthographe, c'est une catastrophe. Bien sûr. Et les professeurs, Catherine. Et les professeurs. Et puis l'écriture inclusive, c'est à la mode. Ah oui. Donc il faut le faire. Si on le fait pas, vous savez que l'écriture inclusive est à la langue française que la piquette est au grand cru. Mais pourtant, on veut rétablir la dictée dans les écoles. Il y a quand même une volonté, peut-être de mieux mais faire. elle ne se traduit pas assez. Elle peut aller de pair avec l'acceptation d'une dérive qu'on aura du mal à battre en brèche. Bien sûr. Non, mais c'est évident. Moi, je crois que si on avait véritablement un courage politique et intellectuel, on pourrait utilement restaurer une certaine exemplarité du passé. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait un ministre de l'Éducation nationale. Quand on voit la manière dont il ne bouge pas, quand Emmanuel Macron est traîné dans la boue par le metteur en scène Dominique Moll, ça laisse penser à quel point il est courageux. Oui, Madi. Ah oui, ça c'est. Moi j'ai été choqué en regardant ces images. Il écoute ses limites, il l'acquiesce, il ne dit rien. Il dit rien. C'est terrible, il dit rien. Et c'est ça, et on en parlait tout à l'heure, c'est le courage. Il n'y a plus de courage, c'est à se demander ce que font nos politiques. Vous savez, c'est quand même Internet et le Mac qui veut ça, parce que quand vous écrivez sans faire vous ne faites plus de phrases. Et donc à un moment donné, tout est n'importe quoi. Alors il arrive qu'on dicte aussi, que l'iPhone fasse un petit peu des fautes d'orthographe. Ça il en fait pas mal. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Vous avez vu Stéphanie, victoire à la Pyrrhus, latiniste, ça vaut l'euro cette émission. Effectivement, depuis que je suis là. Il y a une pause non, mais il était temps que vous arriviez. Il était temps que vous arriviez. Ça ne pouvait dire que de vous. Mais c'est métier, cette chère Cécile, je parlais surtout pour... Oui, non, mais j'avais compris. Vous l'avez compris. Tout de suite, c'est l'heure des 3 clics de Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et c'était pas les 3 clics. Hein, non, ça fait du clic. Et le sujet le plus discuté ce soir, sans surprise, se résume en un hashtag Macron 20h. Un sujet qui s'invite partout, même quand le ministre de la Santé vient annoncer 40 millions d'euros pour un hôpital. Gros succès pour François Braun en visite ce matin à Langon en Gironde, décrit Marcel en partageant une vidéo de la séquence. Bon alors le gros succès, vous l'aurez compris, était ironique. Ils ne peuvent plus faire un pas dehors sans rencontrer la colère qu'ils soulèvent, écrit Marcel. L'association Attaque, de son côté, relaye, donc on en parlait tout à l'heure, son appel à se rassembler devant les mairies pour un concert de casseroles au moment de l'allocution présidentielle à 20h, avec un détournement du film OSS 117. Cette scène, vous savez, au cours de laquelle l'agent secret un peu rustre, joué par Jean Dujardin, se permet d'interrompre les chants qui résonnent à l'aube depuis le minaret d'une mosquée. Excusez-moi, vous entendez ou pas, s'il vous plaît? C'est pas possible. Le micro là, c'est vraiment pas possible. Donnez-moi ce micro, ne faites pas l'enfant. Alors, Attaque reprend cette séquence, mais en modifiant la bande-son et une partie de l'image dans la rue. C'est désormais une manif et un concert de casseroles qui gêne Jean Dujardin dans son sommeil. Ça vous dit qu'on mette Macron dans cet état ce soir, écrit Attaque. Vous l'aurez compris, qui n'entend pas laisser le chef de l'État passer à autre chose. Quant à Sandrine Rousseau, elle se fend d'un tweet lapidaire dont on se doute qu'il résume ses attentes vis-à-vis de cette allocution présidentielle. Voilà ce qu'écrit Sandrine Rousseau, je la cite. « Rien, voilà, pas de quoi ». C'est ce que nous écrit la députée écologiste, ce qui au passage lui attire quand même quelques réponses peu amènes. C'est probablement votre meilleur tweet depuis très longtemps, lui répond par exemple en Internet. Merci Philippe Bilger, un mot. Elle a raison, mais on est atterré parfois par les polémiques menées par Attaque, si j'ose dire. Et puis Sandrine Rousseau, ça faisait un certain temps qu'on l'entendait plus, elle revient. Bon, il y a quelque chose qui me manquait, tout de même, dans l'espace interne. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit, Philippe Bilger? Je crains de l'être totalement. Ah oui, surtout quand je sors des vraies voix. Catherine Ovard, je vous voyais lever les yeux au ciel. Vous aimez les hommes déconstruits? Dire que Sandrine Rousseau lui manque, c'est quand même le comble. Enfin bon, je crois que c'était un petit peu ironique. Oui. Non mais je sais. Vous savez qu'avec Françoise de Gaulle, on a un point d'accord. À chaque fois, elle commence par une idée pas complètement absurde, mais elle la dévoie complètement après. Sandrine Rousseau. Madi, rapidement. Ah ben Sandrine Rousseau, j'ai pensé à elle ce week-end. Ah oui, j'ai pensé à elle ce week-end justement. En faisant un barbecue? Avec des amis. Non, j'en parlais avec des amis et on se disait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et donc moi je leur ai dit, la dernière fois que je l'ai croisée, c'était au salon du livre politique à l'Assemblée. Elle était transparente, elle ne voulait pas parler aux médias. Il a fallu qu'on en parle pour qu'elle ressorte aujourd'hui sur Twitter. C'est Félix Mathieu qui arrive à faire le bon génie qui fait sortir qui il veut de sa langue. En vous remerciant Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec les vraies voix et notre débat. Deuxième question, l'allocution de Macron est-elle risquée, nécessaire, inutile ou carrément provocatrice? On se retrouve dans quelques instants et juste avant, le tour de table de l'actualité de nos vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, vous nous présentez ce soir un beau livre de Ludovic Ninet sur l'affaire Cessillon, Chantal, un féminicide. Ah oui, et là, pour une fois, je vais cesser de proférer des inepties. Ça va nous manquer quand même. Je l'ai lu, il se lit très vite. En 2 heures, c'est un très beau livre. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire, le féminicide, l'affaire Cessillon, cette ancienne gloire du rugby français qui a tué dans des conditions épouvantables sa femme et qui avait été défendue en appel par Éric Dupond-Moretti. Et ce qui a frappé l'auteur de ce livre, c'est qu'à aucun moment on n'a évoqué la victime. On ne parlait que de lui. Marc Cessillon, jamais de la victime. Et le livre dont je vante la qualité redonne vie, si j'ose dire, de manière symbolique à cette femme délicate, intelligente, qui a supporté pendant
pendant des années une violence, un alcoolisme, une indélicatesse, jusqu'au moment où évidemment elle n'en pouvait plus, où elle a décidé de se séparer, et lui ne l'a pas supporté et a pris prétexte d'une fête pour venir la tuer dans des conditions épouvantables. Et c'est un très beau livre que je vous recommande, vraiment. Un mot sur ce livre? Non. Non, moi je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu. D'accord. On parle plus souvent des tueurs que des victimes? Oui, ah bah oui, c'est même devenu quelque habituel, chose de terrible. C'est terrible quand même. On a l'impression que ces pauvres victimes, elles sont mortes, alors c'est bien, quoi, c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que... le titre, pardon Philippe, du livre est éclairant, c'est l'affaire Session, Chantal, un féminicide. Donc rien que le prénom est important. Était quasi inconnu. Voilà. Était quasi inconnu malheureusement. Mais on vit dans un monde de toute façon où la personne attaquée doit prouver qu'elle a été... Enfin, c'est toujours elle qui doit prouver quelque chose et non celui qui l'attaque de toute façon. Alors, Mehdi Seydi, votre coup de gueule, vous, c'est sur l'utilisation de l'argent public avec Marlène Schiappa et les fonds Marianne. C'est ça, absolument. Mon coup de gueule d'aujourd'hui porte sur le fonds Marianne. Quelle belle initiative lorsqu'elle l'a créée, quelle belle initiative avec la volonté de lutter contre le séparatisme, mais malheureusement, c'est devenu tout autre chose. Quand on voit ce qui se dit ces temps-ci dans la presse, alors ce fameux fonds a été créé, 17 associations ont été choisies pour se départager 2,5 millions d'euros. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a même une association qui a été créée, accrochez-vous, 13 jours après l'assassinat de Samuel Paty. C'est dramatique, mais c'en est comique. C'en est même comique. Quand on sait quels sont les usages en termes de distribution des subventions, il faut montrer patte blanche, il faut avoir un passé, il faut avoir une certaine légitimité. Ben là, en 13 jours, l'association a été créée, elle a touché son argent sans aucun problème. Et ce qui me gêne d'autant plus, c'est que quand la Macronie est arrivée au pouvoir, on nous a parlé de nouvelles méthodes. Ben ça, pour moi, c'est la vieille méthode. C'est la méthode du communisme, qui a toujours été celle-ci, c'est d'arroser les associations des copains. Comme on le voit, on a l'association de Mohamed Sifawi, qui a reçu de l'argent. Il ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Il dit que, soi-disant, ce serait une dizaine de geeks qui auraient été payés pour faire du contenu. Alors, le contenu, on l'attend toujours. Alors, tout d'un coup, on passe de 10 à 2 geeks qui devaient s'en occuper. Finalement, on ne sait plus trop où est passé l'argent. Mais une chose est sûre, c'est que lui et son collègue se sont payés. Ils se sont fait des virements sur leur compte personnel. L'un et l'autre, ils ont touché de l'argent alors que c'est formellement interdit par les statuts de l'association. Et ce qui me gêne d'autant plus, c'est qu'il y a une autre association, plutôt politique, proche du pouvoir en place, qui aurait reçu, je crois, 300 et quelques mille euros. Et cette association a envoyé des messages, a fait campagne pendant la campagne électorale en faveur du pouvoir en place. Donc rien à voir avec Samuel Paty. Pénal, rien à voir avec Samuel Paty. À aucun moment on parle de Samuel Paty. Sa famille n'a jamais même été consultée. Samuel Paty a encore été un prétexte. Et c'est là où c'est d'autant plus scandaleux, c'est que, j'allais dire Emmanuel Macron, non pas du tout, Marlène Schiappa, pendant qu'elle passe son temps à faire des castings, à faire des photos, à jouer à l'influenceuse, au lieu d'aller faire des photos pour Playboy, elle ferait mieux de regarder comment sont dépensés les deniers publics. Est-ce que c'est pas une affaire d'État? Parce que quand on se souvient le scandale qu'avait fait les costumes de Fillon avec Bourgi, là on est quand même à un autre niveau. Qui peut valoir l'élection. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Aujourd'hui, on a des sénateurs qui ont écrit. Claude Rénal, sénateur de la PS de la Haute-Garonne, qui a demandé à avoir tous les éléments pour mercredi soir. Avoir les pièces. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. Et il ne faut pas oublier qu'elle conteste. Oui, absolument. Elle dit il n'y a pas la moindre irrégularité. Et je me demande si ce n'est pas un sujet que le Rassemblement national a demandé une commission d'enquête. Absolument. Absolument. On verra bien. Voilà. On verra s'il y aura une commission d'enquête et surtout on verra ce qu'elle va en sortir. C'est une affaire d'État? Ça pourrait l'être, et c'est d'autant plus scandaleux, franchement, qu'on a besoin d'argent en France en ce moment, et qu'on ferait mieux de dépenser à l'hôpital, ou enfin dans des tas d'autres sujets qui sont... On trouve toujours de l'argent magique. On trouve de l'argent magique. Non, mais les associations... Pour les écoles, il n'y en a pas. Mais en revanche, quand il s'agit d'un projet personnel, sous couvert de politique et tout ça, alors là, on trouve 2,5 millions d'euros sans aucun problème. Le temps passe. Catherine Evrard, vous, votre tour de table et votre coup de gueule aujourd'hui, c'est l'athlète espagnole Béatrice Flemini qui est restée dans une grotte pendant 510 jours, en isolement total. En isolement total, elle est entrée le 21 novembre 2021.
Ah oui. Elle voulait voir comment le corps et l'esprit réagissent dans l'isolement. Alors, c'est léger hein, comme coup de gueule. Oui. Simplement, moi, je me suis dit, on ferait bien d'envoyer nos jeunes, les jeunes enfants qui regardent. Non, il y a deux sujets. Les jeunes enfants qui regardent toute la journée leur portable, leur Mac, leur machin. Écoutez, s'il y avait 3 jours d'isolement dans une grotte, sans portable et sans rien, ce serait génial. Le rêve. Et deuxième sujet, on est en train de parler de guerre atomique et de choses horribles. On ferait bien d'apprendre à aller aux abris un peu plus souvent, c'est tout ce que j'avais dit. Et vous m'avez dit en off, en donnant votre tour de table, c'est que être enfermé pendant 510 jours en isolement total avec Philippe Bilger, ce sera la même chose. Je l'attendais. J'avais donné le choix entre Grégory Peck et Philippe Bilger. Catherine, est-ce qu'il n'y a pas une expérience similaire en France il y a quelques années? Il semblerait que ça soit quelqu'un celle qui était resté oui, il y avait eu, je ne sais plus le nom de l'homme, mais là, ça doit être très déstabilisant. Mais il paraît qu'elle a bien aimé, qu'elle a lu, beaucoup lu. Mais 510 jours, c'est long quand même. C'est long. C'est sûr. Elle a lu, ouais. D'ailleurs, elle est espagnole, elle n'est pas française. Je voudrais pas être désagréable. Caramba. Et comment elle se nourrissait, par exemple? Ah ben non, mais elle avait de quoi manger, etc. Elle avait amené son petit baluchon. Elle avait tout. Un petit peu comme ici, vous voyez, les provisions. Elle avait le pata negra, etc. Il n'y a pas de problème. Oh bah alors. Restez avec nous en tout cas dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix, l'allocution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est risquée, nécessaire, inutile ou carrément provocatrice? On en débattra dans quelques instants. Vous pouvez toujours vous donner votre avis au 0800 26 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Il est 18h30, retour à l'antenne, toujours en compagnie de nos chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, Madi Seydi, Catherine Evrard, et c'est l'heure de notre coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et après la promulgation, l'allocution, Emmanuel Macron va s'adresser ce soir aux Français avec 3 objectifs identifiés: apaiser les tensions, aller de l'avant, donner le cap pour la suite. Une prise de parole qui semble relancer de l'huile sur le feu. Philippe, vous allez vous étouffer, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Non, vous avez un œuf de Pâques qui passe pas? Tout à fait. Toujours selon un sondage ELAB pour BFM TV, 9 Français sur 10 estiment que l'allocution de ce soir ne va pas permettre d'apaiser les tensions. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien pour le moment sur Twitter, vous êtes 58% à penser que cette allocution est provocatrice, 36% inutile, 4% risqué et 2% nécessaire. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Qu'est-ce que vous le dites bien. Et nous sommes avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, qui viendra nous apporter son avis. Jean-Christophe Gallien, bonsoir. Vous êtes déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on débattra dans quelques instants et on commence ce tour de table avec vous, Philippe Bilger. Alors, provocation comme semble penser la majorité de nos auditeurs? Non, alors j'aimerais le contraire, mais je crois que l'allocution, quelle qu'elle soit ce soir, ne parviendra pas à apaiser les tensions. En revanche, les adjectifs qu'a choisi Sud Radio me paraissent, pour la plupart d'entre eux, discutables, mais forcément, je dirais que l'allocution de ce soir est nécessaire. On ne peut pas reprocher au président, compte tenu d'un contexte dont j'entends bien qu'il a été en partie le grand responsable, de décider de parler aux Français ce soir pendant, j'espère que comme selon son habitude, malheureusement il ne sera pas trop long, mais je vois mal comment il pourra retisser des liens à partir d'une simple allocution solennelle, alors que l'image est très dégradée dans le pays et qu'à l'évidence il y a des oppositions qui ont tout sauf envie de lui permettre de renouer le lien avec elle. Catherine Evrard. Non, mais moi je trouve que moi, vous savez, je suis joueuse, je trouve qu'il risque rien. Il est tellement bas dans les sondages, il a tellement tout le monde contre lui qu'à sa place je parlerai. S'il peut faire une communication
courte et positive et redonner le moral aux gens, ce serait déjà pas mal. De toute façon, et je vois pas en quoi c'est son provocateur. silence lui aurait été reproché, quoi qu'il arrive. Hein, je vois pas en quoi c'est provocateur, excusez-moi. Et parce pourtant, que tout le monde le il y a pense. un Premier ministre qui doit parler, c'est l'opérationnel, et Macron, il parle pour expliquer une stratégie ou je sais pas quoi. Madi. Après l'épisode de la rue, je pense que sa prise de parole, elle est nécessaire. Mais encore faut-il qu'il trouve les mots pour apaiser la situation. Et je ne suis pas sûre, qu'en l'état actuel des choses, que cette interlocution de ce soir apaise vraiment les choses quand on sait que les syndicats sont déjà prêts pour repartir. Surtout qu'il est mal entouré. Oui. Excusez-moi. Mal entouré, c'est-à-dire qu'on va pas lui expliquer ce qu'il faut qu'il dise. Il va encore dire, je sais pas quoi. Il n'a pas le Raymond Soubi dont on nous rebat les oreilles. Quand même. Il n'a pas Raymond Soubi, mais nous avons Jean-Christophe Gallien. Voilà. Politologue et conseiller en communication. Voilà. Jean-Christophe Gallien, votre réaction. Moi, je pense que, si vous voulez, la question c'est dans la ligne de ces derniers, du rythme qu'il a voulu impulser depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très rapide, hein, le fameux véhicule législatif, les 50 jours, puis ça suffisait pas, on a fait le 49.3, puis ensuite le Conseil constitutionnel, et puis on promulgue très vite, et là, dans la foulée, on attendait quelque chose plutôt mercredi ou jeudi, et on se retrouve avec une intervention le lundi soir. Je pense qu'il y a, bien sûr que c'est potentiellement nécessaire, la réalité c'est que c'est aussi un problème d'efficacité potentielle, c'est-à-dire que est-ce que sa parole aujourd'hui est audible ? Je ne crois pas un seul instant qu'il y aura une performance potentielle parce que sa parole est tout à fait inaudible et il s'est mis dans cette situation d'être un peu dans un corner comme dans un camp retranché politique, institutionnel, qui est lui-même finalement son œuvre. Et donc, je ne crois pas un seul instant, si vous voulez, que quoi qu'il puisse raconter, on ne peut pas estimer évidemment qu'il dise maintenant on va reprendre tout à zéro. Pour vous, il n'a aucune marge de manœuvre, Emmanuel Macron, Jean-Christophe Gallien ? Pardon ? Il n'a aucune marge de manœuvre aujourd'hui ? Si, il a la marge de manœuvre de dire on continue, c'est-à-dire que finalement il va continuer de cette manière-là. Oui, la marge de manœuvre, c'est de dire on continue, on passe à autre chose. Vous savez, moi j'avais raison, la manière dont on l'a fait, c'est de la meilleure manière. Finalement, il n'y a pas comme Elisabeth Borne, encore que lui il a dit l'inverse. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Tout ça, c'est pour vous. Et donc, moi, je sais où je veux aller. Mais au moins, la seule possibilité, si vous voulez, d'ouverture positive, ce serait de créer une brèche d'éclaircie dans un contexte qui, aujourd'hui, au-delà de la réforme des retraites, si vous voulez, est caractérisé par un amoncellement de nuages économiques pour chacun d'entre nous. Je ne parle pas des chiffres macroéconomiques. Les Français s'en foutent de la macroéconomie. Ils s'intéressent à ce qui se passe pour eux, et c'est normal. Et puis, ils regardent un peu au-delà des frontières, et puis ils voient que finalement la parole de la France, elle est compliquée, que les résultats et les performances de leurs présidents qui embarquent leur réputation, ainsi de suite, proposent des difficultés aussi. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui, si le président de la République, dans ce contexte-là, je ne vous dis pas dans 15 jours, dans 3 semaines, ainsi de suite, il puisse véritablement avancer parce qu'il s'est mis lui-même dans un contexte qui, médiatiquement aussi, il y a les 4 rues, hein. Il y a la rue physique, il y a la rue syndicale, la rue parlementaire, et puis il y a la rue médiatique. Il y a la rue silencieuse. Digital, il est dans un coin. Philippe Bilger veut réagir. Jean-Christophe, est-ce que le problème de la parole d'Emmanuel Macron, mais j'aurais pu le dire, d'autres paroles présidentielles, elle crée un désintérêt. Beaucoup de gens probablement ne seront pas devant leur poste de télévision. Est-ce que ça ne vient pas du fait que techniquement et politiquement, la parole présidentielle n'annonce plus rien dans tous les sens du terme? Il a été performant, lui, par moment, en termes d'audience. Il a eu des moments, notamment en période de sortie de Covid, à la faveur de la crise malheureuse en Ukraine. Il y a des moments où sa parole était attendue. Là, ce qui caractérise finalement ces 3 mois, c'est que tout le monde a perdu. Lui, il a gagné sur le plan législatif, mais il a perdu politiquement, il a perdu socialement. Ses amis, les Républicains, pour certains d'entre eux qui ont joué le jeu au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont perdu puisque les apports qu'ils avaient pu réaliser ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Les oppositions parlementaires, qu'est-ce que vous voulez, elles ont perdu elles aussi, parce qu'elles ont été vaincues par le 49.3. La rue a été vaincue malgré une mobilisation de 3 mois de grève, d'activation, ainsi de suite. C'est donc un moment où tout le monde a la gueule de bois. Regardez la déclaration quand les oppositions ont pris la parole, et les syndicats aussi vendredi dernier après le Conseil constitutionnel,
C'était très mou. On avait du mal à repartir et on le comprend. Donc lui, il veut saisir ce moment un peu particulier où tout le monde est un peu tombé et tout le monde a été tapé. Et il veut saisir un moment où peut-être sa parole pourrait créer une éclaircie. Mais quelle éclaircie? Je vous dis, sur le plan international, c'est compliqué. Sur le plan européen, il y a de l'attente sur le pouvoir d'achat, Jean-Christophe Gallien, énormément. Exactement. C'est peut-être la seule voie de sortie. La réalité concrète, et ce qu'on peut entendre ça et là, c'est le seul point, si vous voulez. Mais on sait très bien que c'est difficile de ressortir de l'argent, de créer des conditions, si vous voulez, de dépenses publiques pour continuer à subventionner quelque chose qui ne l'est pas possible, parce qu'on nous a dit d'ailleurs que la réforme était nécessaire pour plaire à ceux qui gèrent notre dette. Très concrètement, une dette française qui est internationalisée, donc certains donneurs d'ordre commencent à dire qu'il faudrait faire des efforts. Donc c'est compliqué, il est dans un coin et je ne vois pas comment, malgré son talent, et ses dernières déclarations ne donnent pas le signe, s'il vous plaît, d'une volonté d'apaisement, comme le demandent même ses opposants. Et vous, sur quoi vous avez envie d'entendre Emmanuel Macron ce soir? Sur le pouvoir d'achat, comme le disait Stéphanie? Sur autre chose? Venez nous le dire au 0826 300 300. Le 0826 300 300, notre auditeur du jour, Olivier, est là. Rebonsoir Olivier. Olivier, est-ce que vous en attendez? On a bien compris tout à l'heure que vous n'étiez pas plein d'espoir ce soir, mais tout de même, notamment sur la question du pouvoir d'achat, est-ce qu'il peut y avoir une éclaircie? Non. Non, d'abord, la seule chose qu'on pourrait attendre au stade, dans la séquence politique où on est, à mon avis, c'est un retrait pour pouvoir apaiser le climat social en France. Encore une fois, je pense qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer, mais qu'il y a une colère profonde et il y a des réelles difficultés chez les Français qui n'ont plus d'autre choix. Vous savez, les gens qui ont fait un mois de grève, ils vont pas s'arrêter comme ça va pas être si simple. Et je crois que cet homme vit dans un déni, en fait, cynique certes, mais pathologique. Je crois qu'il y a une telle déconnexion, il est tellement sûr de son fait, je pense qu'il mesure pas cette colère justement. Et là, on subit une paupérisation qui est inédite. Donc c'est pas avec, il va nous filer quoi, 100 balles comme il a fait il va dire je donne 100 balles à tous les Français. Le chèque énergie ou etc. Non, c'est pas sérieux. Il est plus vous-même. On a le débat de savoir s'il est audible. On n'a jamais eu ces débats-là pour un autre président. Je suis désolé, mais jamais auparavant on a eu cette crise démocratique dans la 5e. Moi, jamais j'ai vu une apparition de Mitterrand qui suscitait de telles réactions. Ça c'est un peu de mauvaise foi de gauche, non? Ah non, en plus, de boycott, de trucs, non, dans les faits. Ça date. C'est des crises depuis. On était tous petits. Ouais, je dis Mitterrand, j'aurais pu dire. C'est vrai même pour Sarko qui était assez polémique. Sarko n'était pas boycotté. Moi, de mémoire, je me souviens pas d'un appel de boycott. Oui, mais regardez, il a passé sa réforme des retraites en 2010 et voilà, il a continué à gouverner. Oui, mais il n'y avait pas autant de monde dans la rue. Il n'y avait pas une telle colère, il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé avant. C'est un petit peu plus. On les a bien chauffés. S'ils sont dans la on n'est pas dans la même séquence. Oui, allez-y. Je trouve qu'Olivier a raison parce qu'il cible tout de même l'hostilité très particulière, très singulière qu'une majorité du peuple français éprouve à l'égard d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir avec les hostilités politiques d'avant, je crois. En quoi est-ce différent, Philippe Bilger? Il me semble que ça relève presque plus d'une hostilité humaine que d'une opposition politique. Personnelle. Absolument. Comme si en réalité on reprochait à Emmanuel Macron de ne pas pouvoir se débarrasser de ce qu'il est. Il a beau faire, il s'emporte toujours avec lui. Vous avez raison, Philippe. Macron dirige la France comme s'il dirigeait une société privée. C'est ça son problème. Il a aucun sens politique, excusez-moi de vous le dire, je pense, parce que sinon il ferait pas tout ce qu'il raconte. Il dirige, lui, il a des objectifs et il veut les atteindre. Il avait un objectif, c'est la retraite. Alors, bien ou pas bien, il a dit, les autres ont tous annoncé la retraite, ils l'ont pas faite. Moi, je vais la faire. C'est sûr que j'ai bien l'impression que le peuple a un problème personnel avec Emmanuel Macron. Même sous Sarkozy, où la gauche a adoré détester Nicolas Sarkozy, il n'a jamais eu un tel rapport avec le peuple. Là, c'est vraiment personnel. Jean-Christophe Gallien, Olivier, restez avec nous. Est-ce que quelque part, ce soir, pour casser la baraque,
j'utilisais une formule syndicale, Emmanuel Macron devrait pas dire une chose, écoutez, faire une grande annonce. Je vous propose, on va faire un référendum. Peut-être pas sur les retraites, mais sur autre chose. Heureusement que vous n'êtes pas le conseiller politique, parce que je crois que vous ne seriez pas. Alors, écoutez, je change de première ministre. Quelque chose, ce serait beaucoup plus plausible, à mon avis, un changement de gouvernement. Est-ce que là, ce serait parce que s'il parle 10 minutes ou un quart d'heure pour ne rien dire, ça va faire un bis repetita de la catastrophe du dernier 13 heures? Non, moi je pense qu'il va tenter d'embarquer les Français dont vous considérez qu'ils sont tous hostiles, et c'est vrai en grande partie, sur ce qui est la suite, ou qui aurait dû être même l'avant projet de loi sur la réforme des retraites, en gros le travail. Ouais. C'était logiquement finalement quelque chose qui, moi j'ai pas compris dans la séquence qu'en fait, s'il était vraiment un chef d'entreprise, ce qu'il n'a jamais été, il faut quand même se rappeler, il aurait des clients et un marché. Son marché, mais il y a un marché financier, c'est le marché des électeurs, c'est le marché des Français, éventuellement après des parties prenantes étrangères, ainsi de suite. Mais donc là, il n'aborde pas du tout la question. S'il est chef d'entreprise, son entreprise va dans le mur. Il l'a jamais été. Il a fait des déjeuners de valorisation de son réseau à l'intérieur d'une banque d'affaires. C'est uniquement ça. Ça n'a pas été un chef d'entreprise. Donc un chef d'entreprise, il fait face à une réalité, et une réalité, elle s'impose à lui. Il ne peut pas décider de changer la réalité. Ça n'existe pas, même quand on est à la tête d'une grande entreprise du type GAFAM, on crée pas son contexte. Et donc ça veut dire que pour le coup, il va tenter de reprendre la logique du travail, certainement l'amener sur le terrain du pouvoir d'achat, parce que ça c'est peut-être le seul endroit, même si Olivier a raison, personne ne veut faire la main, personne ne veut faire la manche. Et pourquoi ça va être difficile? C'est parce que on est dans la suite de quelque chose qui avait été oublié, 2018, les Gilets jaunes, on a eu du mal, il s'en est sorti parce qu'il a inventé le grand débat, et surtout parce qu'il a fait des chèques. Ensuite, on a refait notre réforme des retraites, ça a duré 3 mois, et c'est le 49.3, celle d'Édouard Philippe, qui a été soldée ensuite par la Covid, mais on est passé par la Covid, puis la guerre. Donc on est dans un contexte qui n'a pas soldé, si vous voulez, la colère ou les mécontentements des Français, qui datent maintenant de loin. Et donc, il ne peut pas, même s'il n'est pas un magicien, et on saurait qu'il est un magicien politique, il a su saisir des vrais moments politiques. Aujourd'hui, la seule manière, s'il était à la hauteur, il faut qu'il crée un moment politique. Et un moment fondateur, refondateur. Un moment refondateur. Et aujourd'hui, de quelle manière, Jean-Christophe? Eh bien, il faut qu'il crée. Il peut pas revenir en arrière. C'est que sur se dédire en disant ça y est, on repart en arrière, on fait ça, c'est impossible. Donc, il faut qu'il invente quelque chose qui soit, et à mon avis, qui n'est pas à sa portée aujourd'hui, qui soit quelque chose où il embarque les Français sur un moment de refondation politique. Ça peut pas être encore un grand débat, ça peut pas être quelque chose. On l'attend là-dessus, et c'est là où il faut qu'il invente. Et c'est difficile parce que on sent pas autour de lui de toute manière beaucoup de créativité. Il est très isolé, on le dit, n'écoutant qu'un certain nombre de personnes. Voilà. Et tout ça, on est même pas un an après sa victoire à l'élection présidentielle. Donc il sait lui-même que ses options institutionnelles, vous disiez, changer de Premier ministre peut-être, mais ça ne changera rien du tout. Le gouvernement, la moitié des ministres, et même là, si on s'interroge les uns et les autres sur thématiquement qui sont les ministres, on ne les connaît pas. Donc ça change. Madi, vous attendez justement cette nouvelle impulsion dont parle Jean-Christophe Gallien. On a vu Julien Aubert chez LR demander un référendum. Il y a toujours cette possibilité. On rappelle que la gauche a saisi le Conseil constitutionnel pour le 2e RIP qui a été retoqué la première fois. Est-ce que la solution pourrait venir de là ? La solution, elle pourrait venir de là, sauf qu'aujourd'hui, la défiance est telle qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle annonce Emmanuel Macron pourrait faire. Même, on parlait tout à l'heure de remaniement, je pense que ça ne changerait rien, finalement. Donc, je ne sais pas. Alors, il faut je ne sais pas, mais il faut en tout cas qu'il ait une vraie annonce pour recréer ce lien avec le peuple qu'il a perdu depuis longtemps. Et la gauche elle-même ne croit pas au succès du RIP le 3 mai. Ah oui. Et ça mettrait surtout un an à se mettre en place. Absolument. Catherine, moi, quand j'entends tout le monde, je me dis que les 4 années qui restent vont vraiment être très longues. Oui, mais vous savez, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'état de la France. Moi, je suis quand même un peu désolé, j'adore ce pays. J'ai un moral d'acier, ça va pas bien. Les gens sont dans la rue. Bon, on va pas revenir en arrière sur plein de choses. Il faut qu'il explique qu'on peut pas faire autrement. Que cette il l'a déjà expliqué, Catherine. Non, il l'a mal expliqué. Les gens n'ont rien compris, c'est une usine à gaz. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement ? Il devait laisser faire une retraite à la carte.
un peu à l'américaine. Ceux qui veulent travailler plus gagneront plus. Et bon, tout ce qui est... C'était très simple, il y avait 3 trucs. Premier truc, tous ceux qui ont des pénibilités, de la pénibilité, eux, ils vont partir tôt. Ça, c'est sûr, on les prend. Bon. Et ensuite, vous voulez travailler plus, vous gagnez plus. Vous voulez pas travailler plus, vous vous arrêtez. Bon, oui, mais Catherine, comme vous l'a dit Benjamin Hamar, vous avez tendance à refaire un combat qui est réglé maintenant une fois pour toutes. Au fond, ce qu'il y a derrière l'envie majoritaire des Français, c'est terrible de dire ça. Ils voudraient recommencer une élection présidentielle et qu'ils soient battus. Ça, voilà. Et surtout, travailler de moins en... franchement, dans mon métier où j'ai interviewé 20 000 personnes, même des dirigeants, vous n'imaginez pas, tout le monde veut le télétravail 3 jours. C'est pas, pas du télétravail une journée, c'est 3 jours maintenant. On a envie d'être ensemble. Oui, nous, on a envie d'être ensemble. Oui. Moi, vraiment, pour moi, le télétravail, c'est la mort. Excusez-moi de m'énerver. Moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'être en contact. Moi, j'ai horreur du télétravail. Oui, ça, c'est notre génération. Je vous garantis que les plus jeunes ne veulent plus, ils veulent rester chez eux. Ils ne veulent plus voir personne. Jean-Christophe Gallien, il nous reste 40 secondes. Votre point de vue d'expert. Allez, qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir, Emmanuel Macron? Sortez la boule de cristal. C'est ça. Ou le tarot de Marseille, si vous voulez. J'aimerais annoncer qu'il a une nouvelle amie. Non, une vraie initiative institutionnelle positive. Là où on l'attend pas. C'est-à-dire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire de gouverner autrement et peut-être de jeter un gros caillou dans la mare, c'est-à-dire un référendum sur un autre sujet. Il faut qu'il s'empare. Il a besoin de dézonner, il a besoin de mettre la lumière sur autre chose, ça c'est très clair. Il peut pas revenir en arrière et de tenter d'embarquer les gens sur un vrai sujet. Mais il a peu de temps et c'est très rapide, si vous voulez. Là, tout le monde va le traiter d'opportuniste et en même temps, rien n'est soldé. Le 1er mai arrive, le 3 mai, la décision sur le RIP. On est encore dans le brouhaha. Donc, il essaie d'émerger là-dedans, mais le bruit est tellement fort, même si aujourd'hui tout le monde a pris des gifles, ils ont tous perdu. C'est compliqué. Il n'a plus de majorité de gouvernement possible, même s'il avait chargé de le faire. C'est un moment de charnière. Donc, il doit créer, lui, une espèce de brèche. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment. Je pense qu'il n'y a qu'une mesure institutionnelle de grande épaisseur, c'est-à-dire, oui, un référendum sur un sujet qui serait la grande surprise. Et ça pourrait se transformer en référendum pour ou contre Emmanuel Macron, évidemment, là aussi. Il est un peu dans le coin, mais il s'est mis. Et alors, espérons qu'il ne reste pas dans un bunker pendant 4 ans. Merci Jean-Christophe Gallien. Philippe, vous avez... Oui, le sondage. Oui. L'allocution de Macron est risquée, nécessaire, inutile ou provocatrice. 58% provocatrice, 36% inutile, 2% nécessaire, 4 risqués. Merci beaucoup à Jean-Christophe Gallien, qu'on connaissait, politologue, conseiller en communication, et désormais, voyante extra-lucide. Absolument, on verra si vous avez raison. Restez avec nous, en tout cas, édition spéciale, ce sera à 20h. Philippe Bilger sera d'ailleurs avec nous pour décrypter cette allocution et on se retrouve dans quelques instants sur Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours en direct sur Sud Radio dans la joie et la bonne humeur. Vous avez été très nombreux à nous joindre, à essayer de nous joindre, de nous appeler lors de ces 2 heures d'émission. Et on est justement en direct avec une auditrice, Sylvie, qui nous vient également de Bordeaux. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Vous souhaitiez réagir à toutes les bêtises et les choses peut-être plus sérieuses que l'on peut dire sur ce plateau. Non, c'est bien, il y en a pas beaucoup. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre antenne. Écoutez, voilà, moi je vais être très directe. Je n'ai jamais voté pour Monsieur Macron. Macron, donc pour moi, n'est pas mon président. Donc je lui conseille de rester dans son bunker de l'Élysée le plus longtemps possible. Par contre, au niveau de la retraite, très rapidement, j'écoutais l'idée qui est une idée de plein de gens en fait, de dire, moi, si je veux continuer de travailler jusqu'à 65 ans, je le fais. Moi, j'ai un époux qui a 66 ans qui continue son travail parce qu'il est passionné et moi-même, voilà, je suis à la retraite, mais je suis en activité quand même. Et voilà, le problème, il n'est pas là. En fait, je crois qu'on a focalisé sur les 64 ans, mais c'est pas le débat. Moi, le débat que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes financiers liés justement à l'inflation. Et tous ces problèmes-là, il va bien falloir à un moment donné en parler, surtout trouver des solutions très efficaces et rapides, parce que je pense qu'il est complètement hors sol, Monsieur Macron. Là, il parle de la retraite, c'est même pas le... Enfin, là, je ne sais pas comment on va faire. Moi, autour de moi, je vois des gens qui sont dans d'énormes difficultés. Je sais pas vous, mais moi, oui. Alors, on va faire réagir les vraies voix. Ça, c'est quand même un sujet qui est terrible. De plus en plus de gens, et même qui travaillent, c'est ça le pire, n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Le vrai problème, comme vous dites, Sylvie. Et le manque d'espoir. Il y a des gens qui ont des enfants qui se disent, mais à quoi bon les envoyer à l'école? Quel est l'avenir? Ils ont le mur devant lui. Ils savent pas.
Ils ne comprennent plus. Enfin, vous n'avez pas l'impression, Sylvie, que entre le drame du pouvoir d'achat dont on a rappelé depuis une demi-heure qu'il est crucial et dont on espère que le président en parlera, et un défaitisme et un pessimisme absolu, il y a un juste milieu tout de même. Mais parce que les gens sur le terrain, moi, il faudrait venir ça. Je veux dire, quand on est sur le terrain, parce que moi, je m'occupe, enfin bon, bref, je fais du bénévolat, et je peux vous dire que quand on est sur le terrain, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que quand on est voilà, quand on quitte cette sphère et qu'on va dans son petit domaine bien confortable, ok. Mais quand on y est vraiment sur le terrain et qu'on voit les gens en se demandant s'ils vont pouvoir garder leur location, garder leur appartement, non mais il y a vraiment des réalités concrètes. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là dans ce cas-là, l'optimisme, vous m'excusez, c'est compliqué. Mais Catherine Evrard, vous avez un petit peu pas défendu, mais voilà, on sentait bien que vous étiez plutôt pro réforme des retraites. Quand vous entendez ce genre de témoignage, effectivement, le problème de fond, c'est ce pouvoir d'achat, c'est que les Français n'en peuvent plus. Le problème de fond aussi, c'est que l'enveloppe budgétaire est très mal répartie. Entre ceux qui travaillent et ceux qui touchent sans travailler, je sais bien que c'est un sujet bateau encore, et ça fait des années qu'on en parle, mais je trouve pas normal qu'on n'ait pas augmenté, qu'on n'ait pas bien payé, y compris nos cadres, les petits cadres, qui n'y arrivent plus. C'est quand même scandaleux, parce qu'il y a de l'argent en France. Je voudrais vous poser une question, Sylvie, mais pour une réponse très brève. Vous êtes à Bordeaux même ? Oui, non, alors moi je ne suis plus à Bordeaux même. Mon époux est à Bordeaux. Alors, est-ce que vous ne voyez pas une fracture dans un département comme la Gironde? On a 30 secondes entre Bordeaux intramuros, où il y a vraiment des gens avec des très bons pouvoirs d'achat, et quand on sort, qu'on va dans le Médoc, qu'on va dans le Libournais, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de tout à Bordeaux. Je ne suis pas dans le Libournais. Moi-même, je suis en partie dans les Landes, mais je suis aussi, je me promène un peu partout. Mais je crois qu'il y a aussi des gens qui souffrent à Bordeaux. Tout le monde n'a pas de gros moyens à Bordeaux. Enfin, je veux dire, ça dépend des quartiers. C'est toujours pareil. C'est ça la problématique. Et je crois que je ne sais pas quels indices vous donner, mais pour être le plus près du terrain possible et vous donner un écho, intéressant. Mais je crois qu'il y a vraiment une souffrance, vraiment une grosse, et surtout une angoisse et une peur du lendemain. Enfin, ça me paraît logique. Merci Sylvie, en tout cas, de votre témoignage. Merci à tous. Philippe Bilger, vous restez avec nous, surtout. Alors, vous allez faire une petite pause dîner. Je vais, oui. Et vous nous retrouvez. Il faut que je prenne quelques nourritures intellectuelles et matérielles. Vous êtes bien lâché sur les chocolats de Maggi, mais bon. Oui. On vous retrouve à 20h pour l'édition spéciale. Catherine Evrard, c'était un plaisir de vous retrouver. Un plaisir. Oui, moi, j'étais heureuse de vous voir et bravo pour cette première. Merci beaucoup et bravo à vous aussi. Merci Madi Seydi. Merci à vous. Merci beaucoup. Philippe et merci Philippe. Oui, merci à tous. Vous le remerciez aussi. C'est que d'amour sur ce plateau. Les Philippe sont merveilleux. Oh, fabuleux. Vous avez un sens des réalités extraordinaire. Tout de suite, les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Feulet. D'accord sur ça.